Alors dans cette leçon, nous allons décortiquer les préférences de Photoshop, des préférences assez nombreuses, parfois un peu complexes, mais on va essayer de rendre tout ça très clair. Alors vous pouvez y accéder dans Édition, Préférences. Alors vous avez le raccourci clavier CTRL-K qui me permet d'accéder aux préférences générales. Alors les préférences générales sont affichées ici, mais vous avez des sous-catégories dans cette liste déroulante. Et vous pouvez d'ailleurs accéder à ces sous-catégories directement depuis le menu Édition, Préférences et ici. Voilà, les sous-catégories correspondantes elles sont là. Alors d'ailleurs je vais utiliser le raccourci CTRL-K ou POM-K sur Mac. Ici je suis sur PC donc je fais CTRL-K et voici la fenêtre des préférences. Alors le sélecteur de couleurs, on va laisser celui par Adobe qui est très complet plutôt que celui de Windows, donc on n'a pas de raison d'y toucher. L'interpolation de l'image, c'est très important quand vous allez retailler une image, mais nous allons faire une leçon dédiée à cette fonction. Donc nous ne pouvons pas nous étendre ici, mais nous n'avons pas de raison de mettre autre chose que bicubique, qui est une méthode qui fonctionne très bien. Alors le corps de la police de l'interface utilisateur, vous ne pouvez le changer que si vous trouvez l'interface très peu lisible. Alors moi je trouve que c'est lisible, je laisse sur petit, parce que c'est pas si petit que ça. Si vous trouvez trop petit, très simplement vous mettez moyen, voire grand. Alors il faudra, comme vous l'affiche Photoshop, redémarrer le logiciel pour que les modifications rentrent en compte. Alors ce qui est intéressant par contre dans ce panneau de préférence, c'est l'état d'historique, qui est d'ailleurs par défaut situé à 20, donc chez vous, vous devriez avoir 20 affichés, et que l'on peut augmenter en fonction de la quantité de RAM disponible sur l'ordinateur. Alors plus vous enregistrez d'état d'historique, c'est-à-dire plus vous pourrez revenir en arrière dans la palette historique, plus de la mémoire sera consommée. Alors j'ai ici une machine qui dispose d'une grande quantité de RAM, 2 Go, j'avais donc mis 50. On peut aller peut-être un peu au-delà, mais il ne faut pas non plus trop exagérer parce que la RAM sera rapidement saturée et dans ce cas-là les performances vont diminuer. Alors nous avons ici toute une série d'options, pas forcément très utiles à modifier, donc on ne va pas y toucher. On peut par contre faire un petit point sur celle-ci, zoom avec molette de défilement. C'est tout simplement activer le zoom avec la molette au lieu d'utiliser les barres de défilement. C'est-à-dire, si elle est décochée, je vais vous montrer ce qui se passe. Je vais ouvrir une image. Voilà, je zoome. Si j'utilise ma molette, voilà, là je suis en train de l'utiliser. Je suis en train de défiler dans l'image vers le haut et molette vers le bas, je vais vers le bas. Alors comme la plupart du temps pour défiler dans l'image, vous allez utiliser la main avec la barre d'espace, comme nous le voyons dans la leçon naviguer dans Photoshop. Alors il est peut-être utile d'utiliser et de consacrer la molette uniquement au zoom. Alors je vais revenir dans mes préférences, cocher zoom avec molette de défilement. Et maintenant, si j'utilise la molette, je zoome. C'est quand même un peu plus intuitif, un peu plus intéressant. Donc ça, on peut le garder. C'est très pratique. Alors le journal de l'historique, normalement, vous n'aurez pas besoin de l'utiliser. C'est simplement pour enregistrer toutes les actions que vous effectuez dans le logiciel. Donc sauf besoin spécifique, vous ne l'utilisez pas. Si vous en avez vraiment besoin, vous cliquez ici. Alors on va maintenant pouvoir passer à la catégorie suivante, c'est-à-dire gestion des fichiers. Alors ici on peut laisser les options par défaut, elles sont très pertinentes, notamment extensions qui enregistrent les extensions du fichier en minuscules. Donc par exemple on sait que sur le web on utilise très rarement des extensions en majuscules, vous avez rarement des images nommées, par exemple mon image .jpg avec un .jpg en majuscule, parce que les liens ils se font souvent en minuscules. Alors on va laisser en minuscules. Vous avez ici maximisé la compatibilité des fichiers PSD et PSB. C'est très utile quand on veut ouvrir du PSD dans d'autres applications que Photoshop. Donc vous pouvez utiliser sur demande, c'est très bien. En général, on mettra oui de toute façon. Donc jamais, c'est peut-être pas intéressant, mais toujours sur demande, vous pouvez le garder. Donc moi, je vais laisser sur demande et je verrai après à l'enregistrement si je maximise la compatibilité des PSD ou pas. Alors si vous utilisez version Q pour des programmes, pour des projets collaboratifs, il faut cocher cette petite case. Alors version Q c'est un logiciel à part, nous ne pouvons pas en parler ici. Donc vous n'avez pas spécialement de raison de le désactiver, donc on va le laisser. Et vous avez ici la liste des fichiers récents. Alors liste des fichiers récents, ce sont les fichiers qui apparaissent dans fichier éléments récents, c'est-à-dire les 20 derniers fichiers que vous avez ouverts. Alors par défaut je crois que c'est 10, et moi j'ai mis 20 parce que j'aime bien voir les 20 derniers fichiers que j'ai ouverts. Ça vous évite de partir à la recherche de ces fichiers sur le disque dur et de vous y perdre. Alors évidemment, plus vous en mettez, et plus la liste va descendre dans la fenêtre. Alors on peut dire que 20, c'est raisonnable. Je vais maintenant aller dans la sous-catégorie affichage et pointeur. Alors vous avez ici une option un peu spéciale, c'est le doublage des pixels.
Alors en fait, c'est pour économiser de la mémoire, c'est-à-dire que quand vous activez le doublage des pixels, tous les pixels qui sont situés en dehors de la fenêtre, par exemple là, vers là-bas j'ai encore de l'image parce que vous voyez que je ne suis pas tout à droite, eh bien les pixels seront affichés en basse résolution. C'est pour pouvoir défiler dans les images en économisant de la mémoire. Alors, sur la plupart des machines actuelles, vous n'aurez pas spécialement de raison d'utiliser le doublage des pixels. Donc moi je le désactive. Si vous avez vraiment une machine très vieille et qu'il y a des problèmes de rapidité, vous pouvez l'activer. Alors par défaut d'ailleurs, on peut savoir que le doublage des pixels est activé dans Illustrator par exemple. Mais dans Photoshop, il est peut-être pas très utile de le mettre. Alors vous avez ici les options qui concernent les pointeurs pour le dessin. Alors en fait, par défaut, vous avez la pointe standard qui est affichée et qui affiche la taille de votre brosse actuelle. Donc par exemple, si je sélectionne le pinceau, voilà. Vous voyez le réticule sur la fleur jaune ici, qui affiche une brosse de 20 pixels, de 42 pixels, pardon. Voilà, c'est 42 non pas 20. Mais en fait, il y a une autre option, alors je vais faire CTRL-K pour revenir. Voilà, affichage et pointeur. Mais si je mets cette nouvelle option qui est spécifique à CS2, taille réelle de la pointe, vous allez voir que la brosse elle est plus grande. Pourquoi ? Parce que c'est une brosse à bord humide. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait une taille de 42, mais que si je maintiens le clic et que je continue à peindre, avec l'humidité qui se développe sur les bords de la brosse, eh bien j'arrive à beaucoup plus qu'une taille de 42. Donc il peut être sympa d'utiliser ce mode pour vraiment se rendre compte de la place que l'on va occuper. Alors je vais revenir, préférences, affichage et pointeur. Donc pointe standard ou taille réelle de la pointe, ce sont les deux modes les plus intuitifs. Vous avez le mode précis qui affiche une croix pour viser. Donc là c'est peut-être moins bien pour peindre. Et vous avez par contre pour le mode pointe et taille réelle, l'affichage du réticule de la pointe. Alors c'est tout simplement pour avoir une petite croix au milieu pour cibler le milieu de la brosse. Donc on peut le laisser, c'est quand même assez pratique. Alors je vais revenir dans affichage et pointeur. Alors vous avez ensuite pour les autres outils qui ne sont pas les outils de dessin et de peinture, juste deux modes, l'affichage standard qui affiche l'icône. Par exemple ici nous avons la pipette. Ou alors le mode précis. Au lieu d'avoir l'icône de l'outil, j'ai juste le réticule pour viser. Alors en général on vise très bien avec l'outil standard, donc il n'y a pas de raison d'activer précis. Ça peut être très bien d'utiliser précis si vous faites par exemple du pixel art et que vous travaillez avec une grille et que donc vous avez besoin de peindre pixel par pixel. D'ailleurs ça peut être aussi intéressant de l'utiliser ici en précis si vous faites du pixel art. Sinon pour tout ce qui est travaux de peinture et de retouche, on laissera pointe standard ou taille réelle et ici standard. Je passe à la catégorie suivante. D'ailleurs, tant que j'y suis, je peux vous montrer. On passe à la catégorie suivante en cliquant sur ce bouton. Voilà, ça marche aussi. Alors ici, je peux régler la transparence. Alors la transparence dans Photoshop, elle est matérialisée par défaut avec une grille blanche et grise. Alors là, vous avez une multitude d'options pour changer cette grille. Si vous trouvez que la grille par défaut ne rend pas bien compte de la transparence, vous pouvez ici régler la densité, la couleur. Si je veux par exemple avoir une grille rouge, même mettre des couleurs personnalisées, voilà, carrément vertes. Donc on va laisser le mode par défaut, c'est-à-dire clair, en moyenne. Voilà. Les couleurs non imprimables sont affichées en gris. Donc il n'y a pas de raison de le changer, sauf si vous trouvez que ce n'est pas visible. Vous pouvez mettre une couleur un peu plus visible, mais à ce moment-là, si vous avez une couleur imprimable qui correspond, par exemple si vous sélectionnez ce vert et que vous avez un vert qui est imprimable, alors elles vont se confondre, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Je pense qu'il vaut mieux laisser l'option par défaut. Alors nous pouvons passer à la catégorie suivante. Alors vous avez ici les unités affichées par défaut. Alors là je suis en pixels. Donc par exemple si j'affiche la règle maintenant, la règle s'affichera en pixels. Le texte est exprimé en pixels et peut être exprimé en points ou en millimètres. Je peux changer la largeur et la taille de la gouttière par défaut. Donc c'est intéressant pour les travaux de PAO. Donc on va laisser par défaut puisqu'en général c'est comme ça que l'on travaille avec ces valeurs là. Pareil pour résolution d'impression, très important. On laisse 300 dpi et 72 dpi. Alors pour plus d'infos, consultez la leçon qui explique bien la notion de résolution. Et surtout pareil pour équivalence point pica, le standard c'est PostScript et on laisse 72 points par pouce, c'est très important. Donc ici, globalement, on n'a rien à toucher. On va aller dans la catégorie suivante, dans laquelle vous pouvez modifier l'affichage des repères, donc c'est-à-dire leur couleur, leur style. Alors là, par exemple, j'ai une couleur cyan,
et un style très continu, c'est-à-dire que si j'affiche un repère ici, voilà, mon repère est ancien et entrée continue. Alors, ça peut être intéressant de changer les repères. Je vous montre tout de suite pourquoi. Voilà, là j'ai un fond qui est justement cyan et mon repère, je ne le vois plus. Alors je vais revenir dans les préférences. Unité et règles. Non, hop, juste en dessous, voilà, repère gris étrange. Et maintenant je vais mettre un repère en rouge, et tiens, tant que j'y suis, en trait pointillé. Je valide sur OK, et maintenant je vois mon repère. Donc ça peut être intéressant de pouvoir changer leur couleur et leur style. Alors je vais revenir dans les préférences, encore une fois. Les repères commentés, on peut les laisser en magenta. En général, on voit très bien, mais c'est le même principe. Si le magenta il existe sur votre image et que les deux se confondent, vous pouvez changer et même choisir une couleur personnalisée. C'est pareil pour la grille, avec différents styles, avec des pas différents pour la grille et même des subdivisions. Les tranches pour l'export vers le web, elles sont en bleu. Et encore une fois, si cela ne vous va pas, vous pouvez changer la couleur. Et vous pouvez désactiver l'affichage des numéros des tranches. Voilà, en général, c'est quand même bien d'avoir leur numéro, donc on peut le laisser. Voilà, je vais laisser rouge clair et style pointillé pour mes repères. Et je vais aller à la catégorie suivante. Alors ici, je peux spécifier un dossier de module externe supplémentaire, si j'en ai besoin. Si vous installez des modules externes, mais pas dans le répertoire par défaut de Photoshop, vous pouvez indiquer ce dossier en cliquant ici et en indiquant où il se trouve sur l'ordinateur. Alors ici, je ne vais pas le faire puisque je n'en ai pas. Vous pouvez ici, si vous changez de numéro de série de Photoshop, mettre un numéro de série, donc on n'a pas de raison d'y toucher. Le numéro de série, il est bon. D'ailleurs, il ne l'affiche pas, il s'affiche qu'au démarrage. Et vous avez ici les disques de travail. Alors, il peut être intéressant si vous avez plusieurs disques physiques et non pas des partitions différentes. Je parle de disques physiques, de déplacer le disque de travail sur le disque où Photoshop n'est pas installé. Par exemple, si Photoshop est installé sur un disque C et que j'ai un autre disque physiquement différent, c'est-à-dire un deuxième disque dur installé dans la machine, je peux mettre en disque de travail le disque D et non pas le disque C au démarrage. Cela permettra à deux disques de travailler et donc de non pas doubler les performances, mais en tout cas de les optimiser. Alors tant que vous redémarrez pas Photoshop, c'est le disque de travail sélectionné ici qui est activé. Vous pouvez en mettre jusqu'à 4. Alors 2 c'est déjà suffisant, c'est déjà très bien, mais si vous en avez 4 c'est encore mieux. Alors je vais aller à la catégorie suivante, l'avant-dernière. Alors la mémoire cache, vous pouvez l'augmenter si vous avez une machine puissante qui dispose de beaucoup de mémoire RAM. C'est pour mettre en cache les dernières opérations effectuées par le logiciel, donc c'est plutôt quelque chose qui se passe en arrière-plan, plutôt dans les coulisses. Donc on va laisser 6, puisque si vous mettez des niveaux trop élevés, vous risquez de rendre le logiciel instable, et surtout de ralentir globalement la machine, donc on va laisser 6, c'est très bien. Alors l'utilisation de la mémoire, ça peut être intéressant de l'augmenter si vous avez beaucoup de mémoire RAM. Ici nous avons 2 Go d'installé avec 1755 de disponible. Et si vous attribuez 50% à Photoshop, donc ça fait 965 mégas, quasiment 1 giga dédié à Photoshop. Alors moi je vous conseille d'augmenter un petit peu, d'entre 50 et disons 70-75, mais pas vraiment au-delà, parce que si vous faites d'autres choses en même temps que Photoshop, si par exemple vous avez, mettons, Photoshop, Illustrator et InDesign d'ouvert, si vous travaillez en PAO, eh bien toute la mémoire qui restera, elle devra se partager entre Illustrator et InDesign, et donc forcément il n'y en aura pas assez, donc il ne faut pas trop dépasser 75%. Donc même si vous en avez beaucoup, il ne faut pas oublier que c'est seulement ce qui reste qui va être attribué aux autres applications. Par contre, si vous ne faites que du Photoshop, alors là vous pouvez aller un peu plus loin, peut-être pas au-delà de 80. Moi je laisse 75, je vous conseille de ne pas aller plus loin. Donc je vais aller à la catégorie suivante. Et j'ai maintenant les dernières options, les dernières préférences, enfin, j'ai le texte. Alors vous pouvez ici choisir plusieurs options, 4 options. La taille d'aperçu de la police, je commence par la dernière volontairement. La taille d'aperçu de la police, c'est l'aperçu que vous avez dans la liste déroulante des polices, pour avoir un aperçu. Donc si vous voulez le grossir pour y voir un peu mieux, vous pouvez cliquer sur grande. Vous pouvez ensuite afficher les noms de police en anglais. Donc vous pouvez laisser cette option par défaut pour avoir les vrais noms des polices et ne pas avoir la traduction. Donc en général les graphistes utilisent tous le nom des polices originelles, donc on va laisser cette option activée.
vous avez affiché les options de texte asiatique. Donc, si vous ne travaillez pas avec des caractères asiatiques, que ce soit arabe, sanskrit ou japonais ou chinois, il n'est pas utile d'activer cette option. En plus, de toute façon, que ce soit sur Mac ou sur PC, il faudra aussi penser à installer les options correspondantes dans le système d'exploitation. Donc là, pour le moment, je n'en ai pas besoin, je ne l'active pas. Et ça, guillemets typographiques, c'est important. C'est pour autoriser l'activation des guillemets typographiques, c'est-à-dire les vrais guillemets français qui sont différents des guillemets de code et des guillemets tout simples. Alors je laisse cette option activée, sinon j'aurai des guillemets qui ne sont pas vraiment français. Enfin, en tout cas, qui ne sont pas ceux que l'on doit utiliser dans la langue française. Alors je laisse cette option activée. D'ailleurs, pour taille d'aperçu de la police, je peux tout de suite mettre grande, voilà, parce que c'est sympa d'avoir un aperçu plus grand. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, et j'ai donc dans la liste déroulante un aperçu beaucoup plus grand que la normale. Voilà, j'ai fait le tour de à peu près toutes les préférences, en tout cas les plus intéressantes. Alors n'hésitez pas à essayer et à voir les différences. Si jamais vous avez un problème de préférence et que vous voulez revenir au réglage par défaut, il suffit de redémarrer Photoshop en maintenant les touches Shift, Ctrl et Alt enfoncées, ou bien Shift, Pomme et Alt enfoncées. À ce moment-là, Photoshop vous redemandera si vous voulez écraser les fichiers des préférences et repartir avec les préférences par défaut.